Un grand labyrinthe nous attend. Lorsque l'on entreprend un voyage, on ne sait jamais comment il va se dérouler. On planifie, on organise et on se fixe un but. Mais si c'est un vrai voyage, alors le monde et le temps qui passent auront raison de nous. Un changement imprévu peut se produire. Aucun plan ne se matérialise jamais vraiment de la manière dont vous le souhaitiez. Il peut s'en rapprocher, mais le plus souvent, il finit de manière radicalement différente. Les romanciers doivent terriblement souffrir de cela. Tolstoï a dit un jour que toute grande littérature est l'une des deux histoires. Un homme part en voyage ou un étranger vient vers vous. Mais lors de mon voyage, un étranger est venu à moi de façon inattendue avec une clé, et j'ai ouvert une porte, et je l'ai franchie. Et je ne l'ai pas réalisé à ce moment-là, mais en faisant cela, j'ai laissé quelque chose derrière moi pour toujours. C'est le changement. On commence un voyage, quelque chose d'inattendu se produit, et vous met sur une nouvelle voie. Et un tout nouveau voyage commence. Le changement est une chose profonde. C'est seulement après ce processus que vous regardez en arrière et que vous ne reconnaissez pas votre ancien vous. Celui que vous étiez dans le passé est maintenant l'étranger pour vous dans le futur. Et c'est ça la vie, une série de moments, chacun d'entre eux effaçant et réécrivant simultanément le soi. Dans la première partie de notre voyage, je vous ai emmené trop haut, trop près de la lumière, et nous sommes retombés, et nous nous sommes écrasés. Un récit de ma propre chute depuis les hauteurs de l'éveil. Dans l'obscurité, vous ne pouvez pas voir, mais dans la lumière, vous devenez aveugle. Ma présentation initiale de notre histoire perdue, consolidée, affinée, est légèrement construite sur le consensus alternatif général en ce qui concerne notre histoire cachée, mais elle est truffée d'erreurs. J'étais encore naïf, baigné dans une fausse lumière. J'ai négligé la complexité entourant le sujet. Ce voyage se termine aujourd'hui pour toujours, et il ne peut pas continuer. J'ai franchi une porte, et elle s'est solidement refermée derrière moi, et je ne peux pas revenir à l'ancienne route que j'empruntais. Ce que nous avons devant nous maintenant est l'entrée de quelque chose de très différent, un grand labyrinthe tentaculaire, un labyrinthe qui navigue dans une période de grande transition, où le monde a subi son propre changement irréversible de l'obscurité au monde moderne. C'est une histoire gothique, le labyrinthe de la guilde perdue. Alors que nous devisons sur l'histoire perdue ou interdite et détruite de notre royaume, il est facile de tomber dans de faux raisonnements et de faire des généralisations à l'emporte-pièce. Mais nous n'avons pas les preuves tangibles que la plupart des arguments requièrent en soutien. Dissiper la sorcellerie du modèle héliocentrique est plus facile. Nous avons des preuves irréfutables. Le modèle héliocentrique n'est que ça, un modèle, et il est censé refléter la réalité. Mais nous avons des preuves empiriques tangibles qui contredisent directement ce modèle. La Terre est immobile et aucune courbure n'est observée. Cela ne signifie pas que le modèle de la Terre plane est parfait, il en est même loin. Tout modèle alternatif de notre Terre doit faire deux choses. La première, contester le modèle dominant, et cela inclut d'être assez convaincant pour réveiller toute personne endoctrinée par le modèle dominant. Et deuxièmement, refléter la réalité de manière aussi réaliste que possible. Si je devais attacher un pourcentage quantitatif à la qualité du modèle Terre plane, dans sa capacité à s'attaquer au modèle héliocentrique, son facteur de défiance, alors je dirais qu'il est à environ 70%. Le problème est la deuxième catégorie, l'assurance que le modèle s'aligne sur la réalité aussi près que possible. La carte et le mouvement du Soleil et des luminaires sont les 30% restants qui nécessitent un travail sérieux. Non, aucun modèle alternatif ne représente suffisamment le mouvement des luminaires tout en reconnaissant l'absence de courbure. À l'heure actuelle, la projection azimutale et, par extension, le merveilleux modèle lunaire de Sturgios sont les meilleurs que nous ayons dans un sens général. Les modèles alternatifs basés sur la Mercator sont sous-estimés et amusants, et il y a beaucoup à apprendre en les considérant. Mais ils se situent à environ 35% de facteurs de défiance. Le mouvement du Soleil fonctionne presque sur ces modèles, mais en fin de compte, ils sont faibles, car ils doivent incorporer une série d'éléments fantastiques pour capturer le mouvement du Soleil et justifier la navigation et la trajectoire du Soleil, comme on peut le voir dans l'Arctique et l'Antarctique.
Et le problème est que tant que ces éléments fantastiques ne peuvent être étayés par des preuves suffisantes, et encore moins par des preuves irréfutables, ils resteront purement théoriques, jusqu'à ce que ces modèles puissent fournir des preuves solides, de portails solaires, de boucles de continuum espace-temps ou de technologies extraterrestres. Ils resteront très faibles et à égalité avec le modèle héliocentrique dans leurs exigences de mettre notre foi dans quelque chose que nous n'avons jamais expérimenté ou vu. La seule différence est que le modèle Mercator ne tiendrait pas dans un débat avec le modèle héliocentrique. Il perdrait, et perdrait durement. Cependant, contrairement à la cosmologie, l'histoire est beaucoup plus difficile, surtout l'histoire perdue. Nous n'essayons pas d'aligner un modèle avec la réalité. Le passé est le passé, et il a disparu. Ce dont nous nous occupons principalement, c'est la narration, et la narration est une entité très puissante. Et non seulement cela, mais nous n'avons que des preuves visuelles datant d'environ 1840. Tout aurait pu se passer avant le 19e siècle. Si je devais attribuer un pourcentage à notre consensus actuel de l'histoire alternative et de sa capacité à défier le récit officiel, je lui donnerais environ 15%. Sur la base des preuves recueillies jusqu'à présent, concernant les mensonges entourant le développement de l'ingénierie et de la technologie de l'humanité. Le problème de l'histoire perdue, c'est que notre mode d'investigation consiste principalement à localiser des anomalies, à relier des points entre eux et à utiliser notre imagination. Mais c'est très bien ainsi. Même l'historiographie officielle utilise l'outil de l'imagination, plus souvent qu'elle ne s'appuie sur des preuves tangibles pour étoffer certaines époques. Le temps perdu est précisément ce qui est perdu. Le passé a disparu et ne peut être ressuscité entièrement. Aucun historien ne peut pleinement prétendre savoir ce qu'a été une époque en fait. Ils peuvent relier des faits archivés et étudier les arts et les mouvements sociaux. Mais ils ne pourront jamais récupérer les pensées, les sentiments et les souvenirs des personnes qui ont peuplé ces époques historiques. Et pas seulement ça, les archives peuvent être falsifiées, dupliquées, détruites. Je pense qu'il est juste de dire que l'histoire est principalement caractérisée par l'absence. C'est une histoire pleine de vides énormes, et il faut de l'imagination pour remplir ces vides, afin de rendre présent l'absent, ce qui entraîne une tendance à tomber dans une logique fallacieuse et une généralisation hâtive. Pour démontrer ce que j'entends par généralisation, voici une petite poignée d'exemples parmi tant d'autres qui affectent notre mode de pensée actuel. Le récit historique qui entoure l'avancement de l'humanité en matière de technologie et d'ingénierie est un mensonge. Par conséquent, tout le récit historique est un mensonge. De nombreuses structures montrent des briques rouges sur leur façade, donc toute l'architecture a été construite en briques rouges. De nombreuses formations rocheuses ressemblent à des bâtiments fondus, donc toutes les montagnes et masses terrestres sont des bâtiments fondus. La lettre J apparaît devant de nombreuses dates, ce qui signifie qu'il s'agissait d'un règne millénaire de Jésus. Et le problème est qu'il existe de nombreuses contre-preuves qui peuvent dissiper assez rapidement ces généralisations. Il y a une abondance de documents d'archives, en particulier ceux des 500 dernières années, qui démontrent que tous les récits historiques ne sont pas faux. Il y a beaucoup de structures qui ne sont pas sous façade, ou qui ne sont pas faites de briques rouges, mais d'autres types de pierres, comme le grès. Il y a de nombreuses formations rocheuses qui n'ont pas l'air d'avoir fondu, mais qui ont des formations délibérées, comme les colonnes de basalte, ou diverses zones qui suggèrent des traces de forage à grande échelle. Et si vous sortez et que vous examinez beaucoup de ces structures, vous vous rendez compte qu'il y a de nombreux exemples de l'utilisation du J dans des dates qui indiquent clairement qu'il s'agissait d'un substitut du chiffre 1. La première raison pour laquelle il est important pour nous d'affiner et de nuancer notre argumentaire en évitant les généralisations hâtives et en adoptant une position qui gère la complexité de la question est que cela peut finalement nous nuire. Et nous nous sommes déjà tiré une balle dans le pied. Nous sommes tombés dans le piège de l'effacement de tout le récit historique à cause de mensonges évidents entourant l'histoire des capacités d'ingénierie de l'humanité. Ce que nous avons fait à la place, c'est de revendiquer que le récit entier
et tous les personnages qui le peuplent sont potentiellement faux. Et ce n'est pas bon. Le boomerang va revenir bien assez tôt et nous frapper dans les dents. Et ne vous méprenez pas, il est probable qu'une énorme partie soit fausse. Mais si vous entrez dans un débat avec un historien ou un professeur d'architecture et que vous prétendez que toute l'histoire avant le 19e siècle est un mensonge, non seulement ils gagneront, mais ils vous riront au nez. Plus nous faisons de généralisations hâtives, plus on finit par avoir l'air stupide. Et ne vous méprenez pas, j'adore les généralisations hâtives, comme tout le monde. Je ne monte pas sur mes grands chevaux ici. En fait, j'aime tellement ça que j'ai fait la pire généralisation hâtive de toutes. Nous voyons des structures similaires dans le monde entier. Par conséquent, elles appartiennent à une civilisation entière unifiée. Ce n'est pas seulement fallacieux, pas seulement une généralisation prématurée, c'est un péché, et j'aurais dû être interpellé pour cela dès le début. J'aurais dû être ridiculisé et remis à ma place. Comment ai-je pu être aussi stupide? Et c'est tellement important que c'était irresponsable. Et maintenant, je ressens une responsabilité colossale, d'abord envers vous, mes auditeurs, mes compagnons, ensuite envers ceux du passé. Et tout est de ma faute, après tout. Seuls les idiots se précipitent, mais peut-être que certains se reconnaîtront dans mon histoire. Alors que j'ai quitté l'obscurité pour entrer dans la lumière écrasante de l'éveil, j'ai été aveuglé. La transition de l'obscurité vers la lumière est si brusque que vos yeux n'ont pas le temps de s'y adapter. Quelle obscurcie votre raisonnement. Nous sommes fiers, n'est-ce pas, de ne pas être des moutons et de ne pas régurgiter les histoires que nous avons entendues qui endoctrinent tant d'esprits parmi nous. Et pourtant, nous avons toujours tendance à le faire, même si c'est d'une manière différente, en pensant avoir l'esprit éveillé. N'adoptez jamais l'état d'esprit de celui qui pense avoir toutes les réponses, surtout lorsqu'il s'agit d'histoires perdues. C'est de l'orgueil démesuré, et le monde finira par avoir raison de vous et vous ridiculisera. Après mon passage vers la lumière, c'est exactement ce que j'ai fait, régurgiter des affirmations que j'avais entendues ailleurs, sans garder une vision objective, une position distanciée au cours de mon enquête sur notre histoire. Et combien d'entre nous ont fait cela, prenant quelque chose pour argent comptant, puis comme une chambre d'écho, diffusant cette information ailleurs, sans en vérifier la validité, ni appliquer une pensée critique à ces affirmations. J'ai dû apprendre à la dure, ma conscience est maintenant un fardeau qui me harcèle toute la nuit. Nous voyons des structures similaires partout dans le monde, elles appartiennent donc à une seule civilisation unifiée. Quel idiot! Pour qui je me prends? Et vous pourriez avoir envie de dire que c'est bon, allez, ne sois pas si dur envers toi-même. Nous nous trompons tous parfois, et c'est vrai. Mais faire une généralisation comme ça, ce n'est pas sans conséquence. Pensez-y vraiment. Qui souffre d'une telle généralisation? Pour illustrer mes propos, laissez-moi vous faire part d'une expérience que j'ai vécue l'année dernière et qui m'a fait ressentir une forte dissonance cognitive. Et cette fois-ci, c'était différent. Ma dissonance n'était pas là pour protéger tout ce que j'avais appris depuis l'enfance, mais pour protéger ma lumière nouvellement acquise, mon réveil. Et c'est ce jour-là que j'ai eu une sorte de nouveau réveil, un défi à la lumière qui m'a conduit sur un chemin à la recherche de la clarté. J'étais en voyage à travers l'Europe, et la Grande-Bretagne était mon dernier arrêt. Alors j'ai donné la priorité aux joyaux du pays. Je voulais photographier ces cathédrales. C'était la fin de mon voyage, et je n'avais de temps que pour une dernière halte. C'était soit York ou Liverpool. Je voulais voir York depuis longtemps pour documenter son architecture, mais pour une raison inconnue, j'ai choisi Liverpool à la place, et je n'ai pas été déçu. En fait, j'ai été stupéfait. Non seulement la cathédrale de Liverpool n'est pas seulement la plus grande cathédrale d'Angleterre, c'est aussi l'un des plus grands prétendants au titre de plus grande cathédrale du pays. Je n'avais jamais vu d'arche comme cela auparavant. Je me sentais complètement nain. L'autorité gargantuesque de toute la structure sidère et terrifie.
Mes mains ont même commencé à transpirer alors que je m'aventurais au sommet de sa tour, bien que je me sois arrêté avec étonnement pour voir les 13 cloches. La cloche centrale, nommée Great George, pèse 14 000 kg. J'ai passé mon temps à prendre des photos ici et là, en proclamant que c'était une technologie de l'ancien monde, que le cimetière en carrière juste à côté signifiait une inondation de boue, que c'était une grande impossibilité. Mais alors que j'entrais dans la boutique de souvenirs pour voir s'ils vendaient des tirages photographiques, un livre a attiré mon attention. La construction de la cathédrale de Liverpool. Allons-y, pensais-je, rigolons un peu. Mais en feuilletant les pages, j'appris que la cathédrale de Liverpool a été en fait construite au XXe siècle. C'était l'une des premières vraies cathédrales à être construite en Angleterre depuis 600 ans. Et les pages étaient pleines de photos détaillant sa construction, brique par brique, pierre par pierre, arche par arche. Il y avait des photos de maçons au travail. De la carrière où la pierre a été extraite, de la technologie à vapeur en action, des échafaudages en bois. Et il y avait tellement d'images, et ce ne sont pas des fakes. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise, mais j'ai pris mon portefeuille et j'ai acheté le livre. J'ai lutté pendant des heures sur le chemin du retour. Ce petit livre de la boutique de souvenirs hantait mon esprit. Je ne pouvais pas trouver un moyen de justifier la construction de cette structure. Construire une église standard est une chose, mais une grande église comme celle-ci, je pensais que c'était impossible. Mais elle se tenait là, dans sa grandeur, racontant son histoire. La cathédrale de Liverpool a été achevée en 1978. Encore aujourd'hui, les habitants de Liverpool se souviennent de sa construction. J'ai parlé à 2 d'entre eux pendant que j'étais là. Ils sont si fiers de ce qu'ils ont accompli. Et ils ont raison de l'être. Quelle réussite! Je ne pourrais même pas prétendre que c'est une copie bon marché. Comme je l'ai dit, c'est l'une des plus grandes cathédrales d'Angleterre. Elle n'a pas juste sa place à côté des grands chefs-d'œuvre de cathédrales du pays, mais elle leur dit de passer leur chemin. Je ne pourrais même pas dire que c'est une réplique miniature. C'est absolument énorme. La plus grande du pays et les photos de construction prouvent que les géants n'ont pas participé à sa construction. Juste des habitants de Liverpool de taille humaine normale. Imaginez un peu un homme adulte essayant de trouver un défaut dans quelque chose qui le dépasse, uniquement pour justifier un argument qu'il a avancé. Honteux. La dissonance a tendance à vous donner le vertige et à vous faire reculer, et c'est ce que j'ai fait. Mon voyage ne s'est pas terminé avec un bang, mais avec un gémissement. J'ai même commencé à délirer sur n'importe quoi pouvant suggérer qu'il y avait un mensonge dans l'histoire de la cathédrale. Peut-être la cathédrale n'était qu'une façade, et qu'elle fonctionnait secrètement comme une technologie, ai-je pensé, qui génère de l'énergie à partir de l'éther. Il n'y a rien de plus ridicule que de regarder un homme adulte se battre avec la dissonance. Mais quelques cafés plus tard, j'ai surmonté ma dissonance et me le suis finalement avoué à moi-même. La cathédrale de Liverpool était évidemment juste ça, une cathédrale, un lieu de culte chrétien. Et ce fut l'esprit solide et le talent des habitants de Liverpool qui ont construit cette structure. Les habitants de Liverpool avaient fait quelque chose qui n'avait pas été fait de cette manière en Angleterre depuis 600 ans. Ils ont réussi l'impossible. Imaginez, nous voyons des structures similaires partout dans le monde. Elles appartiennent donc à une seule et même civilisation unifiée. Encore une fois, qui souffre? Les habitants de Liverpool, certainement. Un peuple avec un tel esprit et un si grand sens de l'identité. Un peuple qui devrait être célébré pour avoir fait ce que la plupart des gens n'auraient jamais pu imaginer faire. Le fait qu'il y ait un manque de preuves photographiques avant 1840 ne signifie pas que le peuple d'une nation n'a pas construit ses structures. Et voici le point crucial, l'une des questions les plus importantes que je vais vous poser. Êtes-vous devenu accidentellement complice d'un acte qui pourrait potentiellement effacer non seulement votre propre histoire, mais aussi celle d'autres nations?
C'est exactement ce que j'ai fait en faisant une généralisation stupide et apparemment inoffensive. Avons-nous suffisamment étudié l'histoire de ces structures pour pouvoir affirmer qu'un peuple et qu'une société entièrement différente les a créées? Votre recherche d'investigation est-elle devenue si stagnante, paresseuse et sélective que vous vous retrouvez à ignorer délibérément des cas, comme la construction de la cathédrale de Liverpool? Mon erreur? Quelle erreur? Quel péché et un péché inutile? Ne répétez pas cette erreur. Et il me faut corriger cette faute. J'ai l'intention de démontrer que ces structures n'ont pas été construites par une mythique civilisation unifiée. C'est très important de ne pas se hâter et de ne pas arriver à une conclusion généralisée lors de vos recherches sur l'origine de ces structures. Je le pense vraiment. Laissez-moi essayer de le dire d'une autre manière pour mettre en valeur ce que je veux dire par là. Nous rejetons cela, n'est-ce pas? Pourquoi? À cause du risque de blessure, ou même d'effacement physique comme résultat. Mais ensuite nous acceptons et promouvons quelque chose comme ça. Sommes-nous aveuglés par la lumière au point de ne pas voir qu'il s'agit d'une seule et même chose? L'une pourrait potentiellement effacer votre être physique et l'autre, intentionnellement ou non, a le potentiel de causer des blessures ou même d'effacer votre histoire. Mais il n'est pas nécessaire de lire et de creuser beaucoup pour savoir qu'une revendication telle qu'une civilisation unique n'est pas la solution. Le livre de James W. Lee, The One World Tartarians, la plus grande civilisation à avoir été effacée de l'histoire, qui peut être considérée comme un résumé général du consensus auquel je me réfère, est une profusion de généralisations réductrices et simplistes, qui rejette et efface l'histoire entière de l'Europe en faveur d'un mensonge utopique, avec peu ou pas de preuves pour soutenir ces affirmations. La Tartarie n'est pas la solution. Ceci n'est pas la réponse. Non. Dans l'un de leurs nombreux et brillants articles sur l'histoire volée, Dreamtime enfonce le clou. En réalité, Tartarie était simplement une zone géographique en Asie. Elle faisait partie de l'Ancien Monde, mais elle n'était pas exclusivement de l'Ancien Monde. À ce jour, pas une seule preuve n'a été présentée justifiant que cette région géographiquement limitée de l'Asie appelée Tartarie était mondiale. Je suis tout à fait d'accord. L'histoire de la Tartarie en tant que nation et en tant que peuple est importante et entrelacée dans l'histoire plus vaste du Moyen-Âge. Mais ce n'est pas l'unique réponse, qui est même très loin de rendre justice à la question. Non seulement la répétition d'un argument comme celui de James Lee nous fait passer pour des idiots, mais noyer l'histoire de nations entières, sans parler de l'histoire du monde dans l'encre tartarienne, cela peut être très dommageable. L'étymologie du mot tartare est enfer. J'aimerais entendre Lee justifier pourquoi il pense qu'il est approprié d'essayer de réécrire l'histoire européenne, indienne, asiatique et africaine comme étant celle de la Tartarie, ou de réécrire toute l'histoire du monde comme globalisée. Car c'est ce que ce type d'approche représente, du révisionnisme mondialiste, et je l'ai naïvement promu et je n'ai aucune justification pour mes actions. J'ai fait une erreur, et je sais ce que vous allez dire. C'est plus un substitut qu'un mot que nous utilisons pour décrire ce genre de structure. Peut-être, mais ce genre de raisonnement n'est qu'un demi-argument. Au mieux, c'est une tentative de s'accrocher à un argument incorrect et potentiellement préjudiciable, et de le redéfinir comme ayant une sorte de valeur ou d'utilité qu'il n'a pas. Il existe une abondance de preuves empiriques et écrites attestant des différences entre le gothique et l'architecture classique. Et cette distinction est une différence architecturale basique. Il y a beaucoup d'autres différences entre ces magnifiques structures. L'utilisation d'un mot comme tartare en tant qu'adjectif pour décrire ces structures est complètement erronée dans tous les sens du terme, et il ne peut être justifié par aucun argument. Et non seulement c'est faux, mais c'est absurde et affaiblit notre position. Elle nous fait passer, encore une fois, pour des idiots. Pensez à ceci, si vous décrivez la cathédrale de Liverpool comme d'origine tartare, vous la qualifiez donc d'un style mongol ou asiatique.
Est-ce vraiment l'adjectif le plus approprié? Y a-t-il assez de preuves pour qualifier des cathédrales comme Durham, York Minster et Salisbury de mongoles? Et vous pourriez dire que l'histoire entourant la Tartarie a été tellement supprimée que c'était forcément eux. Bien, si on suit cette logique, pourquoi s'arrêter à la Tartarie? Beaucoup de nations ont vu leur histoire supprimée, certaines beaucoup plus que l'on pense. Pourquoi ne pas décrire ce style d'architecture comme brésilien, indien, ou aller encore plus loin et l'appeler parisien ou vénitien? Décrire quelque chose comme tartarien est tout aussi utile que de le décrire comme irlandais. Cela ne nous dit rien à moins que ce soit réellement tartarien ou irlandais. Et qu'est-ce que cela fait en contrepartie? Cela déplace l'héritage réel des gens qui ont participé à la construction de ces structures. La cathédrale de Liverpool n'est pas mongole. Elle a été construite par les habitants de Liverpool, tout comme Notre-Dame fut construite par les Français, et la cathédrale de Cologne par des Allemands extrêmement talentueux. Je ne pourrai jamais le souligner assez. Ce genre de généralisation hâtive et de suggestion linguistique d'une civilisation unifiée peut être très préjudiciable. À notre époque, des mots comme tartarien ne devraient pas être tolérés. Et pourtant, c'est étrange, n'est-ce pas, qu'à une telle époque, ce mot puisse devenir si répandu. Maintenant, plus que jamais, il est vital de défendre l'histoire de notre nation et de faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il s'agit d'accepter une généralisation hâtive. J'ai fait une grave erreur et j'en prends l'entière responsabilité. Et à partir de maintenant, j'essaierai de la rectifier. Retournons à la cathédrale de Liverpool. Une fois ma dissonance dominée, j'ai réalisé qu'en fait, je me sentais tout à fait ravi. La cathédrale de Liverpool était la preuve irréfutable de la quantité de travail, de planification, d'ingénierie et de capacité industrielle qu'il faut pour construire l'un de ces géants. Il a fallu 74 ans aux habitants de Liverpool pour l'achever, ceci pendant la révolution post-industrielle. Donc le récit historique entourant la construction de tant de structures du passé était certainement très discutable. Il a fallu à nos ancêtres du Moyen-Âge à peine 7 à 10 ans pour reconstruire complètement la cathédrale de Canterbury. Et je pouvais maintenant voir le problème en face. J'avais présenté un mauvais argument, paresseux et hyper simpliste, qui pouvait être mis à bas très facilement, et qui a échoué à rendre justice au sujet en question. J'ai parlé de l'Ancien Monde comme s'il n'y avait pas des siècles entre certaines de ces structures. Énormément de choses peuvent changer en un siècle, même en un quart de siècle. Voyez par vous-même. J'ai parlé de ces structures comme s'il n'y avait pas de différence stylistique évidente entre elles. Il y en a beaucoup. Le gothique et le classique ne sont que deux des nombreuses autres. J'ai parlé d'une réinitialisation comme s'il n'y en avait eu qu'une seule. J'ai parlé de la boue comme s'il s'agissait d'un seul incident isolé ou d'un cataclysme. En tirant des conclusions hâtives, je me suis moi-même mis en échec. Notre modèle historique alternatif, ou notre approche, est très faible et n'offre pas de véritable défi à l'histoire officielle. Prenons un instant pour passer en revue les avantages et les inconvénients du consensus alternatif. Appelons-le le récit éveillé. Son plus grand mérite est sa capacité d'attirer l'attention du destinataire et de l'éveiller à la possibilité d'une fabrication historique. Ce qui nous amène à son deuxième mérite. Il insuffle au destinataire une vigueur nouvelle ou renouvelée et un intérêt passionné pour l'architecture et l'histoire. Soudain, un tout nouveau monde de recherche s'ouvre à lui, l'émerveillant comme un enfant. Ces deux avantages sont très puissants, mais ils ne vont pas plus loin que ça. Les inconvénients, eux, par contre, sont nombreux. Il prend des centaines, si ce n'est pas des milliers d'années d'histoire, et les réduit à une généralisation. Ignore la majorité des récits historiques au profit de l'imagination. Il tente à réécrire l'histoire perdue en termes de noir et blanc. C'est soit bon, soit mauvais, ceci ou cela. Il tente à favoriser le révisionnisme mondialiste et accidentellement ignore ou efface de sa vision d'immenses groupes nationaux. Et enfin, son pire attribut, il est faux.
qu'on le veuille ou non. Et malgré cela, et la colère initiale que j'ai ressentie au fur et à mesure que j'avançais vers la clarté, je suis pour toujours reconnaissant envers le récit éveillé. C'est vraiment un outil parfait pour commencer à aller plus loin dans ces investigations. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans lui. Il ne faut jamais oublier que le récit éveillé n'est rien d'autre qu'un outil, et non la finalité. Et je savais maintenant ce que je devais faire. J'avais besoin de renforcer et de nuancer mon argumentaire et mon approche, et faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Et c'est là que je me suis souvenu de Victor Hugo. Il était temps de revisiter l'un de mes écrivains préférés, et il était temps de revisiter l'histoire plus généralement et de l'étudier correctement. Je connaissais les cathédrales, oui, mais je ne connaissais pas leur histoire, je ne connaissais pas du tout l'histoire de l'architecture gothique. Et je voulais approfondir mes recherches pour utiliser la clé qu'Hugo m'a donnée, pour essayer de mieux comprendre les choses. Je voulais savoir pourquoi il y avait un programme d'éradication, d'effacement ou de réécriture de l'architecture gothique. Pourquoi les âges sombres étaient entourés d'une obscurité brumeuse? Que cachait-on ici? Et je voulais savoir une fois pour toutes si l'architecture avait autrefois une fonction perdue, qui nous a été occultée. Les cathédrales avaient-elles un mystère? Oui, la cathédrale de Liverpool a été construite au XXe siècle, mais cela ne signifie pas que la cathédrale, dans sa forme intrinsèque, n'a pas une fonction perdue depuis longtemps. Alors je me suis mis au travail et j'ai eu le plaisir de découvrir que le récit historique est en effet truffé d'anomalies problématiques et que l'architecture joue un rôle central dans tout cela. Mais la tâche que j'avais devant moi était pour le moins intimidante. Ce que je devais faire était de réinitialiser mon propre esprit, de le ramener à une ardoise vierge, une table rase, et d'essayer de lire l'architecture pour écouter ce que la pierre essayait de me dire. C'est une des choses les plus difficiles que j'ai essayé de faire, avoir à la fois le récit historique officiel et le récit éveillé quelque part dans ma tête, tout en essayant d'oublier les deux assez longtemps pour tenter de comprendre ce que la pierre essayait de me dire, et d'écouter la pierre honnêtement, sans essayer de la faire fonctionner avec un récit ou une théorie à laquelle j'aimerais qu'elle corresponde. Le récit, ou la narration, est très puissant dans sa capacité à être convaincant et à faire autorité. C'est pourquoi l'histoire est très sensible à la corruption et la falsification. Hugo n'est pas à côté de la plaque lorsqu'il dit que le mot imprimé a tué le bâtiment. Il a tué bien plus que cela. Mais même en comprenant cela, je me suis retrouvé avec un gros problème paradoxal. Il me fallait toujours me tourner vers la narration pour essayer de raconter l'histoire de l'architecture gothique. Je devais toujours utiliser mon imagination pour rendre présente la grande quantité d'absences. Je devais quand même raconter une histoire qui, en fin de compte, ne sera que cela. Une autre histoire. Un fait difficile à affronter est parce qu'une grande partie de notre histoire a été enterrée et détruite, parce que tant de choses ont été fabriquées, parce qu'il y a tant d'absences, et qu'il n'y a plus de personnes vivantes pour témoigner de la vérité du passé. Nous ne serons jamais en mesure de raconter son histoire d'une manière qui soit précise. C'est impossible, le passé est parti, perdu à jamais. À moins qu'il n'y ait des récits enfermés dans une chambre forte quelque part, fermée à double tour. Mais alors, comment pourrons-nous jamais mettre la main dessus et dire s'ils ont été divulgués dans le cadre d'une fuite ou même par accident? Comment pouvons-nous croire qu'ils sont légitimes? Nous ne le pouvons pas. La recherche de la vérité dans les grandes annales de l'histoire devient une recherche du Sacré Graal. C'est l'une des activités les plus frustrantes dans laquelle vous pouvez vous engager. Il semble qu'à chaque fois que l'on progresse, et que l'on prend un virage, on finit par rencontrer une impasse. Le plus souvent, on a envie d'abandonner, mais cela devient une sorte d'addiction, en particulier la chasse aux clés. Tout ce processus remplit vraiment l'individu d'un sens de l'absurde à la Samuel Beckett. Je ne peux pas continuer, je vais continuer. Et le vrai problème est le Sacré Graal. La vérité, chaque fois que vous pensez l'avoir cernée, elle saute délicatement hors de votre chemin et disparaît dans la nuit comme une biche des bois. Si vous attendez que quelqu'un apparaisse dans ce cybermonde impie pour vous apporter la vérité, alors vous attendrez vraiment Godot. Je ne détiens pas la vérité. Je ne peux qu'essayer de dissiper les mensonges, de porter un regard critique sur certaines informations et tenter d'assembler certaines choses.
Toute réécriture de l'histoire sera en partie fictive et en partie factuelle. En réalisant cela, j'ai pu recalibrer ce que je voulais de mon enquête. Cela dépend vraiment de ce que vous recherchez. En ce qui me concerne, je veux m'approcher le plus possible de la compréhension de cette énigme sans me faire d'illusions et sans me fier à des éléments que je ne peux pas prouver. Je veux que l'histoire que j'essaie de raconter tienne la route en tant qu'historiographie alternative, sans trop de généralisation ou d'erreurs, ce qui est très difficile à faire. Je mentirais si je disais que nous n'aurons pas besoin de compter sur l'imagination pour rendre présente tant d'absences historiques. Mais cette fois-ci, je m'assurerai de signaler très clairement ce qui est théorique et manque de preuves. Lorsqu'une affirmation est étayée par des preuves, mais qu'elle nécessite d'être développée, et quand nous avons suffisamment de preuves. Mais surtout, je veux que mon investigation soit un défi à l'histoire officielle. Le modèle de la Terre plane est un défi et met énormément de pression sur le modèle héliocentrique. C'est pourquoi beaucoup ont gagné leur petit encart contextuel. Mais le récit éveillé qui traite de l'histoire alternative n'en a jamais eu aucun, n'est-ce pas? Rien de ce qui sort de cette communauté dans cette ligne de pensée est supprimé, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'approche est faible et ne peut pas remettre en cause leur histoire, l'histoire officielle. Elle ne fournit aucun défi, aucune pression. Et c'est parce que nous sommes tombés dans le piège de la généralisation hâtive. Pensez-y logiquement. Si nous généralisons que toute l'histoire avant le 19e siècle est fausse, alors nous nous retrouvons avec un grand espace de temps ouvert, sans aucun personnage. Et comme toutes les histoires ont besoin de personnages, quand nous essayons d'en introduire un, disons quelqu'un comme Charlemagne, tout ce que l'opposition a à faire est de souligner que nous faisons un tri sélectif. Donc toute notre narration est fausse, mais vous croyez que Charlemagne, un personnage de notre récit, a réellement existé. Si nous ignorons complètement le récit officiel et que nous suivons notre propre voie, nous perdons. À cause de la faiblesse de l'argument que j'ai présenté dans le volume 1, et à cause de l'approche fallacieuse de ce sujet en général, nous devons maintenant nous débarrasser des nombreux bagages que nous transportons. Libérons-nous d'une partie d'entre eux dès maintenant. Ceci est le bâtiment du Capitole des États-Unis. Il a été achevé en 1863. Ceci est le Parlement canadien à Ottawa. Il a été construit entre 1859 et 1866. Ceci est le pont de la Tour à Londres. Il a été construit entre 1886 et 1894. Voici le bâtiment administratif de l'Exposition universelle de 1893 à Chicago. La construction a commencé en 1892. Ceci est le barrage de Virumbuy, au pays de Galles. Il a été construit entre 1881 et 1890. Voici des photographies du Capitole aux USA en cours de construction. Ainsi que du Parlement canadien. En voici quelques-unes du pont de la Tour. Ici, le bâtiment administratif. Et enfin, le barrage gallois. Ceux-ci sont un problème, un peu comme la cathédrale de Liverpool. Vous n'avez presque pas envie de les regarder, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils sont la preuve visuelle de citoyens du 19e siècle construisant des structures glorieuses. Beaucoup de personnes, y compris moi-même, ont affirmé à un moment ou à un autre que la grande quantité de photographies du 19e siècle et même du 20e siècle sont photoshopées et falsifiées. Et pour être honnête, étant donné le nombre de tromperies auxquelles nous sommes soumis, une telle affirmation n'est pas si absurde.
Mais quelqu'un peut-il fournir des preuves solides pour soutenir cette affirmation? Pouvons-nous démontrer correctement que ces images sont effectivement fausses ou ont été photoshopées, comme certains l'ont prétendu? Je ne pense pas que nous puissions le faire, et c'est problématique. Cela signifie que notre argument est creux. Pouvons-nous démontrer par exemple que ces photographies sont mises en scène, qu'il y a de grandes omissions visuelles et des absences en ce qui concerne les moyens avec lesquels ces structures ont été construites et comment les matériaux pour leur construction ont été obtenus et préparés? Peut-être, mais cela nécessite un engagement approfondi avec l'histoire officielle. Rejeter toutes les preuves photographiques comme fausses ou photoshopées et affirmer que ces structures étaient déjà là, c'est sélectionner des preuves pour soutenir une généralisation prématurée et fallacieuse. Nous pouvons faire mieux, et comme je vais essayer de le montrer, il y a beaucoup de preuves que nombre de ces structures ont en effet été mises en place au XIXe siècle comme acte final de la réécriture et de l'effacement de l'ère médiévale. S'il y a une chose que j'ai appris au cours de mon voyage de la lumière vers la clarté, c'est que la datation attachée à la construction de nombreuses structures postérieures aux années 1100 est généralement correcte. Il suffit de lire les pierres elles-mêmes, et vous apprendrez que la pierre ne ment pas. Comme je l'ai déjà dit, en raison de la nature du type de mensonge auquel nous avons affaire, principalement une narration historique supprimée et perdue, il y a une tendance à faire des généralisations hâtives, mais il y a aussi une tendance à se tourner vers le fantastique, comme tomber sur des illustrations telles que les suivantes, et d'en conclure immédiatement que « Waouh, ils avaient des villes volantes !» et de perpétuer des affirmations que oui, ceux de l'Ancien Monde avaient des villes volantes, nous ridiculise. Cette édition de Alan Lee est pleine d'illustrations. Il y a beaucoup d'éditions de fictions illustrées. Est-ce que cela constitue une preuve suffisante pour soutenir l'existence du Mordor quelque part dans notre royaume? Peut-être au-delà du pôle Nord. Que ferait quelqu'un dans 200 ans s'il trouvait une image comme celle-ci, sans contexte? Waouh, ils avaient des balais volants. Et il y avait autrefois des bébés humains qui vivaient uniquement dans l'eau. Je ne pense pas. Ce ne sont que des illustrations du genre imaginatif. Si nous prétendons que ceux de notre histoire disposaient de villes volantes, nous devons fournir des preuves suffisantes. Et cela signifie démontrer qu'une structure énorme, telle qu'une cathédrale, peut se détacher de ses fondations et léviter dans les airs. C'est absurde, et cela s'applique à toutes sortes d'affirmations. Si nous affirmons que ces arches et ces espaces à l'intérieur des cathédrales sont des zones de téléportation et de voyage dans le temps, alors nous devons fournir des preuves suffisantes, non seulement de leur fonctionnement, mais aussi du voyage dans le temps plus généralement. Aucun d'entre nous n'a fait l'expérience de ce type de phénomène. Nous ne l'avons vu que dans les films d'Hollywood et dans les livres de science-fiction. Si nous prétendons que les personnes qui ont construit ces structures venaient d'autres terres, alors nous avons besoin de preuves suffisantes de l'existence d'autres terres. Et autant que je sache, tout ce que nous avons, c'est une suggestion partielle d'autres terres dans l'image de la Lune. Et alors que toutes ces affirmations semblent merveilleuses, elles peuvent offrir une évasion temporaire, elles appartiennent, en fin de compte, au domaine du fantastique et ne devraient pas être incorporées dans une enquête sérieuse ou argument que nous voulons avancer en termes d'histoire fabriquée. Sinon, nous allons devenir la risée de tous. Et encore une fois, je ne monte pas sur mes grands chevaux, je me suis précédemment laissé aller à quelques grandes affirmations, ce qui nous amène à l'exemple suivant. Jusqu'à présent, j'ai affirmé que beaucoup de ces vieilles et magnifiques structures que l'on trouve dans notre royaume étaient créées à l'origine pour servir la fonction de générateur d'énergie, qu'elles avaient un rôle technologique dans la production d'énergie. Le modèle théorique que j'ai présenté était légèrement construit sur les travaux de mon énigmatique russe préféré, également de James W. Lee, de John Levy, de Martin Liedtke, de Marcia Ramalho et d'autres. Mais jusqu'à présent, c'est rien de plus qu'un modèle théorique basé principalement sur la ressemblance et sur des connexions isolées plus petites. De nombreux aspects de ces structures, leur géométrie et leur forme, ressemblent à des modèles d'énergie électromagnétique. Et il y a des exemples, principalement linguistiques, qui suggèrent un lien entre l'architecture et la production d'énergie.
Il est maintenant temps d'essayer de prouver cette affirmation. Sinon, l'argument sera classé comme pareidolie, la tendance de la perception à imposer une interprétation significative à une réalité nébuleuse, généralement visuelle, de sorte que l'on voit un modèle, un objet ou un sens là où il n'y en a pas. Et j'ai fait une terrible erreur. Si je jouais aux échecs, je dirais que j'ai sacrifié ma reine quelques coups après le début de la partie. J'ai réitéré un argument que d'autres avant moi avaient avancé, que l'éther a joué un rôle primordial dans la relation entre l'architecture et l'énergie, sans un seul morceau de preuve suffisante pour l'étayer. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'avais passé tant de temps dans ma vie à faire des recherches, des heures à débattre avec les partisans de l'héliocentrisme sur la forme de la Terre, et mes arguments revenaient toujours à l'exigence qu'ils fournissent des preuves suffisantes et la démonstration de la courbure, de la gravité agissant sur l'eau d'une telle manière, et ils n'ont jamais pu le faire. Mais j'ai pu démontrer par de nombreux moyens l'absence totale de courbure. Et pourtant, je me précipite, et je parle de l'éther comme si je venais d'activer la flèche de la cathédrale de Salisbury. Petit idiot, tu as perdu ta reine avant que le jeu n'ait vraiment commencé. Le concept de l'éther est à peu près aussi insaisissable et problématique que le concept de la gravité. Je ne dis pas que l'éther n'existe pas et que les civilisations de notre histoire ne l'ont pas compris ou exploité. Au contraire, je pense qu'il existe vraiment, mais le croire n'est pas le prouver. J'aurais mieux fait de commencer par quelque chose comme le plasma. Mais même dans ce cas, je ne peux toujours pas fournir de preuves suffisantes qu'une pièce d'architecture fonctionne avec du plasma. En fait, il y a beaucoup de preuves contre. L'éther est problématique et au lieu de nous offrir plus de direction pour comprendre l'histoire potentiellement perdue de l'architecture, il ferme en fait une grande porte lourdement devant nous. Quelqu'un peut-il fournir des preuves de l'existence de l'éther et de ses connexions avec l'architecture? Ils ne le peuvent pas, je ne le peux pas. C'est une théorie. Et à cause de cela, nous courons le risque que l'éther devienne la nouvelle gravité, la nouvelle justification paresseuse, la carte sortie de prison. Et mon histoire devrait servir de leçon pour tous. Ne répétez jamais une théorie si vous ne pouvez pas l'étayer par des preuves suffisantes. L'éther n'est qu'une façon théorique d'aborder ces structures. Mais si nous ne pouvons pas le prouver et que nous continuons à le défendre, que se passe-t-il alors? Alors notre argument reste creux et nous perdons. Maintenant, je dirais ceci. Le concept d'éther joue un rôle dans l'histoire du gothique et du Moyen Âge. Et nous ne pouvons pas le rejeter comme un simple bagage. Cependant, je ne peux pas fournir de preuves suffisantes de l'utilisation de l'éther par l'architecture. Personne ne peut le faire. Et pourquoi? Parce que, peut-être que ce n'est pas correct. Cela signifie que la connexion éthérée entre l'architecture et l'énergie demeure une théorie non prouvée. C'est aussi un concept trop vague pour qu'on puisse travailler avec des preuves dans le cadre d'un projet de recherche de la connexion entre l'architecture et l'énergie. Les preuves sur ce sujet doivent être plus tangibles pour un tel concept que celui de l'éther. La théorie de l'architecture éther est devenue une revendication fantaisiste à laquelle j'ai contribué. Et comme elle entrave maintenant nos progrès, je vais laisser tomber cette théorie ici et maintenant et poursuivre d'autres voies pour enquêter sur les potentiels mystères cachés de l'architecture. Oh bon sang, je vous vois déjà aiguiser votre fourche. Mais avant de m'empaler et de me jeter au loup, sachez que mon voyage dans le labyrinthe de la guilde perdue n'était pas seulement motivé par le désir de comprendre l'histoire de l'architecture gothique, mais aussi par mon besoin d'essayer de trouver des preuves que l'architecture avait une histoire et une fonction cachée et perdue. Je voulais si désespérément trouver des preuves qui aillent au-delà de la pareidolie. Si cela ressemble à une bobine, alors ce doit être une bobine. Je voulais plus que des photographies des expositions universelles illuminées et des parcs d'attractions. Ces photographies ne sont toujours pas des preuves suffisantes du rôle actif de l'architecture dans la production d'énergie. De quoi sommes-nous témoins dans ces photographies?
L'architecture est-elle activement impliquée dans la production d'énergie ou s'agit-il simplement d'un espace pour contenir les lumières, tout comme nos propres maisons sont un espace qui supporte notre propre petit réseau électrique? La vapeur de mercure était-elle l'énergie de l'illumination? Était-ce du radium ou une bobine Tesla alimentée par de la vapeur en coulisses? C'est identique avec les cheminées. L'architecture elle-même est-elle impliquée dans une énergie émise? Ou est-ce que ce sont ces étranges petits objets? Encore une fois, est-ce du mercure, du radium, quelque chose d'autre? Quoi que ce soit, ces images sont des preuves qu'on nous a menti sur le développement de l'énergie électromagnétique et les moyens alternatifs de la produire. Mais elles ne suffisent pas à prouver l'existence d'une connexion cachée entre l'énergie et l'architecture elle-même. Il est plus réaliste que les structures que nous voyons ici, dans les expositions universelles illuminées, ont en fait joué un rôle plus passif, un peu comme les illuminations contemporaines que nous voyons dans nos villes et nos foires. Le mensonge ici est le moyen de production de l'électricité, et non le lien entre l'architecture et l'énergie. Et même s'il y avait quelques indices ici, la plupart des expositions universelles ont eu lieu pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Ces photographies n'ont rien à voir avec les cathédrales ou le gothique. Le Moyen-Âge s'est terminé dans les années 1400. Beaucoup de choses peuvent changer en un siècle, sans parler de 400 ans. Et j'ai presque overdosé. Le récit officiel est très puissant. J'ai failli succomber. J'ai failli remballer toute l'enquête sur notre histoire perdue, et j'étais prêt à admettre ma défaite, que je ne pouvais pas jouer à ce jeu d'échecs. Mon adversaire était bien trop intelligent et rusé, que tous les indices pouvant prouver quelque chose avaient été enterrés et détruits avec succès, pour que nous ne puissions pas aller plus loin dans la compréhension de notre histoire perdue, que tout ce qui nous restait était de pures théories imaginatives, que peut-être il n'y avait pas de grands mensonges. Et une grande partie de cette frustration provenait du fait que j'avais un concept de théorie comme l'éther dans mon esprit. Si vous vous donnez entièrement à une théorie, alors vous perdez toute flexibilité et devenez aveugle. Et ce n'est pas une bonne position. Et s'il y avait d'autres choses clairement cachées à la vue de tous et que vous ne pouvez pas les voir parce que votre esprit est trop attaché à une théorie, et s'il y avait d'autres approches ou chemins à emprunter dans notre enquête sur l'histoire cachée potentielle de l'architecture, Hugo en a montré un. L'architecture fonctionnait comme un langage avant la Renaissance. Quelqu'un a-t-il essayé d'approfondir cette question? Y a-t-il d'autres fonctions qui nous ont échappé? Une fois la théorie de l'éther abandonnée, j'ai commencé à voir les choses un peu plus clairement. Le brouillard devant mes yeux commença à se dissiper. Et alors que je rassemblais plus de clés, j'en suis venu à réaliser quelque chose. Et ce n'était pas ce que j'attendais, quelque chose légèrement différent. Mais cela m'a permis de développer une théorie qui n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais pour laquelle j'ai suffisamment de preuves qui s'étoffent au fil des semaines. Le plus étrange, c'est que je l'ai toujours soupçonné. J'ai juste oublié, dans mon obsession délirante pour l'éther, que la meilleure chose à faire est de commencer à appliquer un examen approfondi à toutes les informations. Si quelqu'un présente une théorie, alors il faut l'évaluer correctement. Est-ce qu'elle généralise trop? Est-ce qu'elle trouve des excuses et ignore les contre-arguments ou les preuves? S'appuie-t-elle sur des affirmations fantaisistes sans beaucoup de preuves factuelles ou démontrables? Et rappelez-vous, la ressemblance ne compte pas comme une preuve primaire. Elle ne peut que soutenir une preuve supplémentaire. Cela peut ressembler à un aimant ou à un portail, mais cela ne veut pas dire que c'en est un ou qu'il fonctionne de la sorte. Ces affirmations ont besoin de preuves. Sinon, ce sont des pareidolis. Je pense qu'il est temps de se mettre en selle. Le grand labyrinthe nous attend. Pardon, ce qu'il y a au-delà du labyrinthe? Toujours regarder devant. Je ne sais même pas si on arrivera au bout de celui-ci, mais si on y arrive, alors au-delà se trouve la forêt d'Atlas. On retourne dans les bois pour s'attaquer au modèle de notre royaume et essayer d'augmenter ce pourcentage, ce facteur de défi. Nous n'en avons pas encore fini avec ceci ou avec cela, mais restons dans le présent. Nous avons beaucoup à couvrir, beaucoup de clés à trouver. J'espère que vous réalisez pourquoi je trace une ligne dans le sable, pourquoi il m'est impossible de continuer sur la voie que j'ai empruntée. J'ai changé. Je remercierai toujours le récit éveillé. Il a changé ma vie, mais je ne peux plus continuer avec ça. Cependant, je m'y référerai fréquemment comme un point d'engagement.
Tout ce qu'il contient n'est pas une impasse complète. L'histoire de mon éveil est celle d'un changement à la Blake, celui de l'innocence ou de la naïveté vers l'expérience ou la maturité, de l'obscurité vers la lumière, puis de la lumière vers la clarté, de la non-conscience vers finalement la conscience. Si vous décidez de m'accompagner dans ce labyrinthe, alors soyez prudent. Je vais parfois défier la lumière d'une manière qui peut provoquer une dissonance cognitive, qui finalement nous amènera à une bifurcation qui nécessitera un choix. Soit vous restez dans la lumière, ce qui signifie que vous avez échangé un mensonge, les ténèbres, contre un autre, ou vous pouvez vous diriger vers la clarté et avec elle plus de responsabilité. J'ai choisi de poursuivre la clarté le jour où je quittais la cathédrale de Liverpool. Le labyrinthe de la guilde perdue, mon aria au gothique, à l'Europe, et au Royaume-Uni en particulier. Dans l'obscurité, vous ne pouvez pas voir, mais dans la lumière, vous êtes aveugle. Défendez l'histoire de votre nation. C'est vraiment le moment de rendre à l'histoire cachée sa grandeur. Je n'ai pas le pouvoir de mettre fin à ce mensonge, à ce terrible faux pas. Seul vous pouvez le faire en le rejetant en tant que théorie ou adjectif. Maintenant, le temps est écoulé et les vents du changement tourbillonnent. Une métamorphose est en train de se produire et elle nous a ramenés à l'époque du Moyen-Âge. Un âge qui, sans le savoir, s'apprête à vivre sa propre transition inévitable. Parce qu'un roi est apparu sur la scène mondiale et a déclenché une chaîne d'événements irréversibles. Je pense qu'une réintroduction est nécessaire. Allons-y.